Je peux parler si mon temps de parole est là, je peux parler. Est-ce que tu peux corriger ton son? Si je peux corriger mon son, c'est bon comme ça? Oui, c'est un peu mieux. Ok. Euh, Bonjour tout le monde. Déjà, j'espère que vous allez bien. Bonjour de m'avoir fait monter sur le live. Tu as écrit le Excuse-moi. chiffre 1. Oui, j'ai écrit le chiffre 1. Je suis musulman sunnite. Très bien. Et puis, Aïcha, avec quel âge? Quand le mariage a été consommé avec le prophète? 9 ans. Merci. Vas-y, continue. Euh, je suis monté juste pour dire merci à tous ceux qui étaient là. Parce que moi, j'étais vraiment musulman, sunnite et tout. Et actuellement, j'ai quitté la religion. Je suis plus musulman et je suis en Afrique. Et genre, grâce à vous, je trouve beaucoup des arguments parce que j'appliquais des choses que je ne comprenais pas vraiment. La plupart des musulmans, surtout les musulmans qui sont sur les lives et qui essayent de dire qu'ils sont vraiment musulmans. Moi, je veux juste vous demander un seul truc. Essayez de lire le Coran avec les tafsirs et cherchez à comprendre réellement ce que le Coran veut dire. Une fois que vous lisez le Coran avec Actuellement, tu es quoi? Musulman sunnite ou pas? je suis plus musulman sunnite. Je voulais juste vous remercier. Je sais que vous cherchez un musulman sunnite, mais je voulais juste vous remercier parce que grâce à vous, j'ai ouvert mes yeux et je trouve plein d'arguments pour sortir aussi mes amis de cette merdier-là. Merci. Ciao. Vous pouvez chercher un vrai musulman sunnite. Merci. Vas-y, Karima. Bonsoir. Bonsoir. A human. Vous m'entendez bien? 5 sur 5, ouais. Ok, super. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, du coup, je suis musulman sunnite. Je n'ai pas quitté ma religion. Et je voulais réagir surtout par rapport à l'interprétation du coup qui est faite de l'islam, du Coran, de la Sunna, quoi. Quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? D'après la Sunna, elle avait 6 ans quand elle s'est mariée. D'après toi, d'après toi. Du coup, d'après moi aussi, parce que je fais confiance à ces textes. Donc elle avait 6 ans. Oui. Et la consommation, elle avait quel âge? Toujours d'après les mêmes sources, la consommation a eu lieu à 9 ans. Ok. Voilà. Et tu penses quoi de ça? Un homme de 54 ans avec une fillette de 9 ans? Alors, moi, je suis pas en place pour juger un homme qui vivait à cette époque et qui a fait des Disons choses. aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui, je suis capable de juger quelqu'un qui fait ça et je confirme que c'est mal. Donc tu es contre. Actuellement, oui, pour moi, je suis contre. C'est-à-dire s'il y avait le choix entre deux lois, une loi qui l'interdit purement et simplement, et qui punit même celui qui fait ce genre d'acte, et une autre loi qui l'autorise, tu choisirais quelle loi? Moi, je choisis la loi qui punit ce genre d'acte. Parce que c'est la meilleure loi d'après toi, aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, l'être humain, il a assez évolué pour savoir que c'est bien sûr une meilleure décision de punir ces personnes-là. Jusqu'ici, je suis d'accord avec toi à 100%. Tu vois? Ok. Est-ce que Allah est d'accord avec toi? Alors, je saurais pas prétendre si Allah est d'accord avec moi ou pas aujourd'hui. Mais je sais qu'à l'époque, il a légiféré tout ça. À l'époque où il a révélé ce message. Très bien. À l'époque, Allah a autorisé ça. Voilà, il a codifié ça et légiféré ça à cette époque. Donc autorisé. Codifié et légiféré, Donc, ça veut dire oui, autorisé. bien sûr. Autorisé. Il n'a pas dit que c'était interdit. Pardon. Très bien. Quand le prophète est mort, c'était encore autorisé et légiféré. Oui. Est-ce qu'on a reçu la parole d'Allah depuis? Depuis le dernier message qu'on a reçu d'Allah, on n'a pas reçu d'autres messages depuis, non. Donc cette autorisation n'a pas été abrogée.
Non. Jusqu'à Est-ce que la parole, est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu? La parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. D'après le Coran, oui, bien sûr. D'après le Coran, oui, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Mais je pense que Allah, pour moi, il fait... Après, chacun peut avoir dans sa religion son interprétation. Ouah, Lucifer. Astaghfirullah. C'est pour s'abonner à ce compte. Ah, je pensais que c'était pour moi. Du coup, moi, je pense que Allah fait plus confiance aux êtres humains et à leur capacité à évoluer, parce que l'être humain, pour nous, dans la religion, c'est une création d'Allah, voire sa plus belle réalisation. Voilà. Et du coup, je pense que Allah ne fait pas uniquement confiance au code écrit dans le Coran et dans la Sunna. Il fait confiance aussi à l'être humain et sa capacité à évoluer. Et à l'heure actuelle, la majorité des musulmans vivant en Occident, n'appliquent pas la totalité des autorisations d'Allah. Très bien, mais c'était pas la question. Pour simplifier la chose, oui. L'être humain aujourd'hui en 2024, il fait des lois qui interdisent ça. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et la parole d'Allah, oui. Elle autorise ça. Elle l'autorise. Donc, aujourd'hui, d'après toi, quelle est la parole la plus valable? Celle qui l'autorise ou celle qui l'interdit? Celle qui l'interdit. Très bien. On s'est entendu que celle qui l'interdit, c'est la parole humaine. Et celle qui l'autorise, c'est la parole d'Allah. Bien sûr. Vu que la parole qui l'interdit est plus valable que celle qui l'autorise, donc la parole humaine est plus valable que la parole d'Allah. À l'heure actuelle, bien sûr. Dis-moi, comment ça se fait que la parole d'Allah est aujourd'hui plus valable? Comment ça se fait? Par quel mécanisme? Elle est plus valable aujourd'hui parce que l'être humain a évolué et il a déterminé, par rapport à plusieurs facteurs, que cet acte-là... Quel facteur? Des facteurs, bien sûr, bien étudiés, psychologiques et physionomiques. Donc des connaissances. Des connaissances, bien sûr, la science est le produit. Donc c'est les connaissances, voilà, c'est les connaissances produites par la science. Bien sûr. Qui nous ont permis de savoir que cet acte-là provoque beaucoup de mal et un tel mal qu'on peut même criminaliser cet acte. C'est les connaissances qui nous ont permis d'avoir ça. Bien sûr, surtout par rapport à la déviance des cerveaux êtres humains, par rapport à la... Donc c'est les connaissances, d'accord, très bien. Est-ce que Allah, il sait tout? Il est omniscient, il est omnipotent ou pas? Oui. Ces connaissances-là qu'on a aujourd'hui, Allah les avait à l'époque ou pas? Bien sûr. Donc Allah a légiféré quelque chose qui provoque beaucoup de mal et même peut provoquer la mort? Allah, il a intervenu pour donner son dernier message à une période et il n'a pas pu abroger complètement cette pratique-là. Il n'a pas pu. Allah n'a pas pu. Non, parce qu'il est omniscient, omnipotent, mais il n'a pas pu. Bah, en fait, il n'a pas pu ou il n'a peut-être pas voulu complètement. Parce qu'il intervient. Il n'a pas voulu protéger les petites filles. Non, parce qu'il a laissé la chance au cerveau humain d'évoluer. Et là, on a bien la preuve que de par lui-même, il a légiféré dans le monde entier, en général, pour dire que Est-ce que Allah, c'est le Dieu du bien ou du mal? C'est le Dieu de tout ce qui fait que de notre dualité. Non, lui. Est-ce qu'il nous veut du bien ou il nous veut du mal? Je pense il nous veut du bien, mais surtout il veut nous observer pour voir ce qu'on fait. Il nous veut du bien. Oui, il nous observe beaucoup. Très bien. Dis-moi, une loi qui autorise un homme de 50 ans à épouser une petite fille de 6 ans. Cette loi-là, elle veut du bien à cette petite fille ou elle lui veut du mal? Une loi qui oblige. Qui autorise. Une loi qui autorise. Ça veut dire que ça soit cadré. Là, à l'heure actuelle, ça ferait du mal. Parce qu'on a compris que ça faisait du mal. Très bien. Et à l'époque du prophète, un homme de 50 ans avec une fille de 6 ans, ça provoquait aussi le même mal à cette petite fille ou pas? Forcément, oui. Forcément, parce qu'on est pareil. On est pareil. Moi, je dis pas qu'on mesurait 2 mètres. Très bien. Ça veut dire que Allah a promulgué des lois qui faisaient du mal et pouvaient même provoquer la mort de petites filles. Par le fait qu'il n'ait pas annulé la loi
Pour moi, il avait... Non, 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 qu'il a promulgué. C'est lui qui l'a promulgué. C'est pas qu'il l'a pas annulé, il l'a promulgué. Alors, Ouais. Allah a promulgué le fait de faire du mal à des filles. Je pense pas que c'était de sa volonté, non. Mais il a Dis-moi, promulgué, dis-moi, mon c'est-à-dire pote, qu'il a dis-moi, mon promulgué, pote. il a légiféré. Qu'est-ce qu'il te faut comme argument ou comme parole pour pouvoir dire que cette parole qui date de, je sais pas, 2000 ans ou je sais pas quoi, pour Mhm. dire cette parole n'est pas divine, elle est humaine. Il te faut quoi comme argument? Pour conclure qu'une parole est humaine et n'est pas divine. Comment tu fais pour savoir? En fait, faut pas se fier seulement aux paroles. C'est-à-dire que les paroles, il faut les lire, mais il faut pas les appliquer automatiquement à... Je répète. Je te donne un exemple. Hein. Je te donne un exemple. Si quelqu'un prétend qu'il a la parole divine, un livre qui date de 2000 ans, il te dit c'est le Dieu créateur qui a parlé dans ce livre-là. Et Ouais. moi, j'ouvre le livre et je trouve la forme de la terre est plate. Et tout tourne autour de la terre. Cette parole-là, est-ce qu'elle va me permettre de discerner entre la parole divine et humaine ou pas? Ou ça sera toujours une parole divine? Non, ça sera toujours une parole divine. Après, comment elle a été rapportée, donc ça, le Dieu créateur peut dire dans son livre, la terre est plate. Et ça sera toujours une parole divine. est-ce qu'il dit dans le Coran que la Terre est plate? Non, on a pris un autre exemple. Quelqu'un prétend que son livre est divin et qu'il vient du Dieu créateur Apophis. D'accord. Et il te dit que Apophis, c'est le Dieu créateur. La preuve, il nous a donné ce livre. Et dans ce livre-là, c'est écrit, la terre est plate. Non, je pourrais mettre en doute son argument. Je pourrais mettre en doute... Est-ce que cette parole-là correspond à une parole divine ou elle correspond à une parole humaine? Si dans ton exemple, tu me dis ça, eh ben, je dirais que ça provient d'une parole humaine, que ça provient de sa propre parole ou la parole de... Mais Elle ne peut pas provenir d'un Dieu, une parole comme ça, que la terre est plate. Non, selon ton exemple, non. Non, selon toi. Elle peut pas provenir d'une parole divine. Selon moi, par rapport à l'exemple que tu m'as donné, elle peut pas, non. Parce que c'est faux, ce qui est écrit, c'est ça. Et le Dieu ne va pas se tromper. Parce que d'après moi, j'en conclurais que c'est faux, ce qu'il me dit, ouais. Ici, il te dit, Apophis l'a fait exprès. Il s'est trompé exprès pour permettre aux êtres humains d'apprendre que la Terre est sphérique. Il va te convaincre que finalement Apophis, c'est le vrai Dieu? Ça dépend comment il me l'apporte, mais... Il te l'apporte comme je viens de te l'apporter. Apophis l'a fait exprès pour nous dire que la Terre est plate, pour nous permettre d'apprendre que la Terre est sphérique. Est-ce que c'est un bon argument qui va te convaincre que oui, Apophis est le vrai Dieu? C'est pas un argument qui va me convaincre non plus. Ça veut dire il essaye de faire quoi s'il t'avance cet argument? Lui, il essaye de me faire quoi? Il essaye de me faire croire à son Dieu. En utilisant un argument irréfutable. Mais c'est pas un bon argument. Je te donne un autre exemple. Si dans son livre, c'est écrit, je sais pas moi, un homme, dès qu'il arrive à 18 ans, il doit frapper sa mère. C'est ce qui est écrit dans ce livre. Un homme ou un garçon, quand il arrive à 18 ans, doit frapper sa mère. Ok. Est-ce que pour toi, cette phrase-là peut te permettre de dire si c'est une parole divine ou humaine? Bien sûr que cette phrase peut me permettre de dire que c'est une parole humaine, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement loufoque et qu'elle est hors morale de ce qu'on peut juger bien et mal, quoi. C'est pas une parole normale. Ok. Et si dans son livre à lui, toujours, hein, c'est écrit un homme de 50 ans peut épouser une petite fille de 6 ans. Est-ce que cette parole va te permettre de dire si c'est une parole humaine ou si c'est une parole divine? Alors moi, j'ai vu aucun livre où c'est dit qu'un homme peut. Et là, l'exemple juste avant que tu as donné, c'était un homme doit. Ça répond pas à ma question.
Est-ce que cette parole, donc dans son livre à lui, c'est écrit que c'est autorisé qu'un homme de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans. Est-ce que cette parole va te permettre de distinguer entre une parole humaine et une parole divine ou pas? Ok, j'ai compris. Ça veut dire que s'il me l'amène, comme tu me l'amènes, que dans mon livre il y a écrit un homme peut épouser une fille de 6 ans, un homme de 50 ans, comme tu me l'amènes là, je dirais que non, c'est une parole humaine. C'est une parole humaine. Oui. Dans le Coran, oui. Est-ce que c'est écrit qu'un homme de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans ou pas? C'est pas écrit, non, comme tu le dis. Qu'est-ce qui est écrit? Il n'y a pas écrit, jusqu'à preuve du contraire, dans le Coran, un homme de 50 ans peut épouser une fille de 6 ans. D'accord, qu'est-ce qui est écrit alors? Il y a écrit quelque chose sur la période de viduité, et oui, je suis d'accord, dans le Coran, il parle des filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, donc ça sous-entend que c'est des enfants. Bien sûr, parce qu'elles n'ont pas eu leurs règles, donc elles sont enfants. Et cette parole ne te permet pas de savoir si c'est une parole humaine ou divine? Cette parole me permet juste de me dire, ici en 2024, que je ne peux pas aller observer un code par rapport à cette époque-là. Et qu'à cette époque-là, peut-être que Dieu ne voulait pas complètement abroger quelque chose, même s'il savait qu'il y avait bien sûr des conséquences tristes. Un Dieu ne va pas faire que du bien tout le temps pour l'humanité. Ici, dans ton livre, c'est écrit, dans ton livre, hein, le Coran, si c'était écrit, un garçon, quand il arrive à 18 ans, il peut frapper sa mère, ou il doit frapper sa mère. Est-ce que ça va te permettre de discerner entre une parole divine et humaine, cette parole? Bien sûr. Tu vas conclure quoi? Et je vais en conclure que c'est une parole humaine. Très bien. Et si dans ton livre, c'est écrit qu'un époux peut frapper sa femme? Alors, je vois à quoi tu fais référence, avec l'histoire qu'on peut la corriger si jamais elle désobéit, avec un siwak. Ok, maintenant, par rapport à ça... Je répète, si dans ton livre c'est écrit qu'un époux peut frapper sa femme, est-ce que ça va te permettre de distinguer entre la parole divine et la parole humaine? Ça va me permettre de distinguer, oui. Et tu vas conclure quoi? Je vais en conclure que ça peut être une parole divine, comme ça pourrait être aussi une parole humaine. Mais j'en conclus que c'est une parole divine. Après, ça n'encourage pas à frapper qui que ce soit. C'est juste bien sûr. Voilà, ça ne met en doute... Ça met juste en doute que voilà, à cette époque-là, c'était une pratique courante, peut-être que les épouses se fassent battre, et peut-être aussi exactement pour la même raison que il a aussi légiféré, Dieu a aussi légiféré sur l'âge, sur un code par rapport à tout ça, pour aussi faire la même chose à cette époque-là. Il ne pouvait pas dire à tout le monde je suis Dieu, je sais que tout ça est mal, mais vous êtes complètement arriérés et je vous dis maintenant. Merci beaucoup mon ami, merci beaucoup. Jacques, je veux juste me poser une question, dernière question. Pour savoir, mais il n'a pas de méthodologie pour savoir ce qui est une parole humaine, ce qui est une parole divine. Justement, ça sert à rien. Moi, juste la limite de ce monsieur. Ça rien à voir. Je peux te poser une question. Est-ce que l'esclavage est autorisé dans l'islam? Oui, bien sûr, elle est autorisée. C'est quoi l'esclavage? C'est de posséder un autre être humain. De le posséder et de le posséder et d'en faire un peu ce qu'on veut, quoi. Oui, ils en parlent aussi dans le Coran, oui, bien sûr. D'accord. Donc, pour toi, un dieu qui autorise un humain de posséder un humain, c'est un dieu. Alors, c'est exactement... Là, Jack, tu disais que j'avais aucune méthodologie, mais en fait, la méthodologie, elle est exactement la même pour tous ces exemples, en fait. Et c'est ça, c'est ce que j'appelle t'as pas de méthodologie. Bah non, ça c'est ce que t'en conclus, mais en vrai. Tu acceptes l'esclavagisme ou pas? Non, j'accepte pas. Bien sûr que j'accepte pas. Tu n'acceptes pas. Mais bien sûr. Tu n'acceptes pas ce que Allah a ordonné, je comprends pas. Jack, s'il te plaît, je vais aller plus loin avec lui. Non, moi, je vais aller sans pitié.
Est-ce que dans ta religion là que tu restes, s'il te dit que tu peux baiser ta mère, tu vas le faire, normal. Mais non, bien sûr que non. Comme j'ai pas envie d'avoir d'esclaves non plus. Et comme j'ai pas envie du tout de me marier avec une Tu me petite... dis qu'un homme, il peut posséder un homme et en faire ce qu'il veut. Mhm. Là, tu acceptes que c'est un dieu. Alors accepte tout. Accepte que tu vas baiser ta mère, ton père. Non, c'est pas Karim, s'il te plaît, pas avec ces termes, s'il te plaît. C'est stupide, en fait, là, ce que tu es en train de dire, en fait. C'est quoi qui est stupide? Est-ce qu'on peut faire simple? Il est stupide. Est-ce que tu as de bonnes raisons d'être contre l'esclavage, toi? Tu penses avoir de bonnes raisons d'être contre? Moi, bien sûr, j'ai des bonnes raisons d'être contre, comme la plupart des gens. Très bien. Allah l'a autorisé? Allah, à cette époque, il en a parlé, oui, bien sûr. À ces bédouins, comme tu les appelles. Est-ce que Allah l'a autorisé? Il ne l'a pas interdit. Donc oui, il l'a autorisé. Il l'a légiféré ou pas? On va revenir à il l'a codifié, il a légiféré sa pratique? Oui, il en a parlé. Est-ce que ça veut dire qu'il l'a autorisé? Ça veut dire qu'il l'a autorisé, ouais. Est-ce que toi, tu es contre l'autorisation? Moi, je suis contre. Très bien. Donc, Allah dit quelque chose. Toi, tu es contre la parole d'Allah. S'il te plaît, qui a raison et qui a tort? C'est toi ou Allah? Non. C'est ni moi ni Allah. Mais moi, j'ai l'impression que tu confonds musulmans sunnites. Qui a raison et qui a tort? Tu viens de dire quelque chose qui est le contraire de la parole d'Allah. Vous pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps. Soit celui qui dit que c'est autorisé, c'est lui qui a raison, donc celui qui dit que ça doit être interdit, il a tort. Soit c'est celui qui a dit que ça doit être interdit qui a raison, donc celui qui a dit que ça doit être autorisé qui a tort. Il y a deux choses, il y a deux affirmations mutuellement exclusives. On arrête tout de suite le jeu. Qui a raison et qui a tort? C'est toi qui as raison d'être contre l'esclavagisme ou c'est Allah qui a raison? Moi, c'est moi qui ai raison. Allah a tort. Allah, à l'heure actuelle, s'il fait un décret, il a tort. Mais il a... Niveau يتكركر شوية أمين. En fait, je suis croyant, je peux croire en ce que... Mais tu peux croire en ce que tu veux, mec. Mais le problème, c'est quand tu montes défendre ta croyance. Mais quand même, défends-la, quoi. Non, c'est bon, il a dit Allah a tort. Donc c'est bon, ça me va. Merci beaucoup. En plus, je t'assure, Karim, je l'ai fait descendre par respect pour les musulmans. Encore. J'ai pas envie que ça soit lui leur... celui qui les représente. Faraha, Lucifer? Normalement, oui. Donc, il doit juste redémarrer l'appli et c'est bon. Il est à 1003. Ok, donc on va attendre un peu. Parce que j'allais fermer le live. Il y a un musulman sunnite, Jack, mais tu vas souffrir. Écris 1. Attends, c'est celui qui a le drapeau algérien, là. Écris 1. Je sais pas si tu peux le Celui qui a le drapeau algérien. 10, ouais. Écris 1. 10. Maghreb United? Non, elle est là. C'est Il n'a pas le drapeau le algérien. drapeau, la carte. C'est la carte de vote. Alors, Diff, tu es là? Je sais, ça m'étonnerait toujours, moi, des Français qui affichent comme photo de profil la carte de vote algérienne. Je ne sais même pas s'il va ouvrir son micro. T'imagines si moi, en tant qu'Algérien, comme photo de profil, je mets la carte de vote des Français. Mais il est pas... Mais les Algériens vont me prendre pour un con, mais c'est pas possible. Ils vont avoir de la peine pour toi. Ils vont se dire, c'est quoi ça? Genre, Jack, pourquoi tu te fais ça?
Allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse tomber, Karim, laisse tomber. Je vais faire monter quelques amis s'ils veulent dire quelques mots, parce que j'ai envie de les entendre. Donc si je vous ai envoyé une invitation, veuillez accepter s'il vous plaît. Donc ici, Aposta Café, j'aimerais bien qu'il monte parce qu'il a eu un petit souci. J'aimerais bien l'aider, je vous assure. Hein. Je sais pas s'il est là. Et je remercie aussi les modérateurs. Hein. Ils ont eu du travail ce soir. Je sais pas. Où est-ce que je peux voir la liste des modérateurs? Amina. Tu sais? Oui, alors tu vas dans la flèche. Bah, je peux te dire, moi, la liste, si tu veux. Bah, vas-y, cite-les et on va les remercier tous. Ceux qui sont présents, bien sûr. Laisse-la, je vais le faire. On a Karim avec 300 comptes. On a Amir, Miho. Comment tu as fait pour paramètres d'administration? Non, la flèche à droite, tu sais, ou partager. Je ne sais pas après si tu as le même quand tu es l'autre ou pas. Mm-hmm. Ouais, et après tu vas dans... Je sais plus. Paramètres. Paramètres de modérateur. C'est bon, je les vois. Merci beaucoup. Voilà, et modérateur. Donc je remercie Karim, Amir, Mihoub, Firmus, Foula, Minamor, Skizen, et Mihoub encore, et Mihoub encore. Ah, mais il n'y a pas... Zmigri n'est pas un modérateur. Ben, on va corriger ça. Ajouter un modérateur. Voilà. Voilà, c'est corrigé. L'affront est corrigé, Zmigri, je suis désolé. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de fermer? On va pas attendre Lucifer? Le temps qu'il arrive. On va rester silencieux. D'accord. Ok, Non, moi ça me va. silencieux. Je vais jouer un peu de guitare. Voilà, c'est exactement ce que j'allais te demander. J'espère juste qu'elle est raccordée. Non, elle l'est pas. Un petit peu. Non, je préfère pas. Guitare, ma belle guitare. Il faut que je lui change tellement de trucs, des corps, des compagnies. Pour ceux qui se demandent, j'ai récupéré mon PC aujourd'hui. Ouais. C'était le système de refroidissement, le water cooling, qui était cassé ou bloqué ou je sais pas quoi. Donc j'ai dû en acheter un nouveau. Plus de peur que de mal. Ouais, et là il ronronne. Je suis très content. Ouais. Vraiment très content. Moi, je sais que c'est Allah qui te l'a cassé. C'est les doigts. Non, c'est la pompe à eau qui s'est un peu bloquée ou je sais pas quoi. Et là ça remarche. La malédiction d'Allah, ouais. Il n'a que ça à faire, Allah. Bloquer une pompe à eau dans un PC. Il peut rien faire pour les Palestiniens, mais il peut me bloquer ma pompe à eau. Elle a relancé l'application. Oui, non, mais vous pouvez peut-être m'aider parce qu'apparemment, ça lui demande l'autorisation d'enregistrer. D'enregistrer, oui.
Bien sûr. Ben, qu'il donne toutes les autorisations par rapport au microphone, d'enregistrement de microphone et d'enregistrement de la caméra. Ah, d'accord, ok. Ah ben, il doit accepter. Ça. Oui, donc Bah, il c'est faut bon, accepter mais- Lucifer. Allez, on t'entend, Lucifer. Vous êtes prêts? Je l'accepte ou pas, le sunnite là? Laisse péter. Ah, c'est un dur, hein. Et lui, Laisse tomber. c'est tout. Laisse tomber. Ok. Oui, laisse tomber. J'allais faire mes reflets. J'attends juste que Lucifer vienne. Mais Hobby, t'es fatigué aujourd'hui. Hein. Oui, en plus, il a travaillé toute la journée. Il a ouvert le live. Il y avait le live de Dr. Khaled, on a complètement zappé. Hein. Non, j'ai pas zappé. Je savais qu'il y avait le live de Dr. Khaled. Son premier live d'ailleurs. C'était à quelle heure? 20h? À peu près, oui. Mais bon, je Non, pense mais à... 20h égyptienne, c'est pas la même. Ah, peut-être. Il y a En 2 tout cas, heures. je pouvais pas, moi. Le vendredi, c'est le seul jour où je fais des Ah lives. oui, non. Je pense que c'est vers Je choisis 19 le h jour. 17h, voilà. Je pense que c'est vers 19 h Non, c'était 17h. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ça Ouais, va? ça va. Oui. J'ai fait un live spécial ce soir. Ah bon? Ouais, chez Naïf versus Expert. Ah merde, oui, c'est vrai, c'était ce soir. Ouais. Ah, j'ai vu le... Donc, il y avait toi et Amir. Oui. Mais Amir, Il était il est là. resté jusqu'à 20h et moi, je suis restée là jusqu'à il y a même pas encore une demi-heure. Ah, ok. Non. Tu portes une robe kabyle? Non, non. C'est Ah, pardon. Tupac. Je me disais. Mais j'y penserai. Faudrait que Il manquerait plus que ça. Je pense En même temps, maintenant qu'elle écoute du matou, Bah, oui, elle écoute du matin. Ouais, c'est ça. Donc, Il va falloir... donc la robe, c'est juste un détail, quoi. Moi, j'aime bien Non, les robes bientôt kabyles. apprendre aussi, hein. Je les trouve très belles. Pardon? Bientôt apprendre un morceau de Matoub aussi. Ah, ça, c'est difficile. Ouais. On verra. Apprendre les paroles, peut-être, mais pas à Ouais, jouer. au moins ça. Ouais, parce que c'est très compliqué à jouer maintenant. Tu me feras une piste audio? Je peux te conseiller quelques chansons. Ouais, bah tu me les envoies. Ouais, je vais peut-être même choisir les plus simples. Tu sais, maintenant, même pour les kabyles, il est difficile. Donc, c'est pas... Ouais, même pour les kabylophones, C'est encourageant. c'est pas facile, c'est pas aisé. Ah. Ah, alléluia. Allô? A'oudou billah. Est-ce que l'homme de 80 ans est avec nous? Bon, remplis-toi. C'est l'homme de 60 ans qui est là. Enfin, purée, c'était un parcours de combattant. Comment ça va, ça C'était va? vraiment compliqué. Ça fait du Ça bien va, merci. d'entendre ta voix. Et juste 2 secondes parce qu'il y a Minamour qui a fait un effort gigantesque. Merci beaucoup. Parce que Ça- depuis tout à l'heure, elle se... Ça حقوتك, tenait le vraiment. téléphone à la Ça caméra. raconte, Amina. Et Avec plaisir. merci à vous, bien sûr. Jaco, Karim ou Mihoub, depuis tout à l'heure aussi, ils ont fait l'annonce, donc voilà. C'était vraiment compliqué. Depuis tout à l'heure, je tentais de monter, mais c'était compliqué vraiment. Mais bon, ça va, toi. n'en Ça parlons va, plus. toi. Ça a été rapide pour les 1000. Tu as réglé ton problème le jour même. C'était pas notre cas. nous. On a dû attendre, je sais pas combien de temps. Ouais, là, vous m'avez donné un sacré coup de boost, donc forcément. Donc, ouais, en une journée, j'ai eu, c'est pas, plus de 500, non, plus de 700 abonnés, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était vite fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, Alors, si ce n'est que j'ai le présente-toi. Covid. Présente-toi. J'ai le Covid, je me présente, j'ai le Covid, ça existe Encore toujours. Encore? Eh oui. Je crois que même la dernière fois que je t'ai parlé, t'avais le Covid. Oui, c'est devenu une coutume. Donc voilà.
Et merci à tout le monde, hein, ceux qui sont en bas, ceux qui m'ont vraiment, qui se sont abonnés parce que. Pourquoi tu viens sur TikTok? Ça, c'est un peu antinomique avec. Je sais, pour des raisons, je pense que tu connais, mais bon, j'ai réfléchi, j'ai trouvé que c'était. Quand en fait ça ne servait à rien de tourner en rond dans un endroit où voilà, où il y avait une poignée de personnes qui comment dire, qui répètent à peu près la même chose. Plus personne. Oui, voilà, donc c'est vraiment c'était vraiment un peu la routine et redondant, et donc je me suis dit allez, je vais me jeter dans la mer et puis on verra. Voilà. Et puis la dernière fois, je t'ai vu je vous ai vu sur YouTube et tout. Je voulais vous féliciter et tout pour le travail que vous faites parce que c'est un travail excellent, vraiment. Et comment dire, j'étais vraiment fier qu'il y ait des Algériens qui sont arrivés à faire ce genre de travail et comment dire, de porter la parole de beaucoup de personnes qui veulent la liberté, les droits, la dignité. L'acharnement. Non, ça c'est très bien, vraiment. J'étais fier et à la fois, comment dire, je me suis dit, voilà, je vais être honnête, Mihoub, quand il parlait, je n'y croyais pas trop. Je n'y croyais pas trop. Mais finalement, s'il a quelque chose, s'il a une qualité, c'est l'acharnement, c'est la persévérance. C'est vraiment chapeau, vraiment chapeau. Donc, et puis, ce que j'aime bien, c'est donc tu as gardé la même tradition, la bienveillance avec les musulmans. Ça, c'est avec tout le monde, mais avec les musulmans surtout, le respect et comment dire, cet espace de liberté aussi, parce que c'est vraiment beaucoup de liberté et c'est très rare de nos jours. Est-ce que ça veut dire que dorénavant, on va te retrouver sur les lives? Parce que je ne te cache pas, moi j'ai pas envie de me passer d'un allié aussi pertinent et aussi éloquent et aussi plein de savoir. Non, je viendrai, ça me ferait énormément plaisir parce que quand il y a des débats intéressants, des débats, comment dire, des débats calmes où il y a quand même une méthodologie, c'est structuré. J'aime beaucoup parce que ça va me changer un petit peu des débats houleux où il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de machins. Et puis voilà, si je peux apporter quelque chose, ça me ferait plaisir. Est-ce que tu connais Cassius? Pas du tout. Pas du tout. Bonsoir. Pas du tout. Ah, ton micro est coupé, Cassius. Bonsoir. Enchantée. Je suis la star. Enchantée. C'est la stagiaire du live. Ouais. Elle prend beaucoup de notes. D'ailleurs, l'examen est pour bientôt. J'ai fait des anti-sèches. Donc voilà. Donc elle ouvre des lives. Elle ouvre des lives en français. Je connais toujours pas les horaires de ces lives, mais je pense au bout d'un moment elle va se fixer des horaires précis parce que ça peut pas durer comme ça tous les jours. Jusqu'à pas d'heure, c'est physiquement pas tenable, là, je te le dis. Je suis passé par là. Le début, c'est entre 18 et 20 heures. Ça dépend des fois. Je me suis fixé minuit, 1 heure. Mais ça va souvent jusqu'à 2 heures ou 3 heures si Jackie passe. Et je sais qu'après ça, tu fais des montages de vidéos. Ouais. Après, je fais, ouais, c'est pas tenable, je te le dis, hein, c'est pas tenable. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Mais je t'assure que il y aura... Ah, tu sais, je me prends quand même 2 jours de repos dans la semaine en ce moment-là. Hein. Genre le vendredi. Elle est plus jeune que toi, Jack. T'inquiète. Je peux tenir encore quelques années comme ça. Mais... Voilà. Merci, Amina, c'est très gentil. Merci. Non, je voulais juste te dire, voilà, il y a Lucifer. Si tu as besoin d'une personne pertinente sur les mêmes sujets que tu abordes hein, sur tes lives, bah, tu peux compter sur lui. Mais bon, j'ai follow. Ah, il faudra que je prenne mes repères déjà. Même chose. Si toi et moi on vient de Clubhouse, donc c'est
Ouais, tu vas te moi, sentir, tu vas te aussi. sentir comme dans le sandbox. Je sais pas si tu m'as compris ou pas. Oui, oui, j'ai compris. Et je suis un peu autiste, donc j'ai besoin d'un petit peu de temps On t'entend pour pas très reprendre bien. mes repères. Après, ce sera. Est-ce que je sais pas si ça passe là? Vous Ouais, c'est bien, ouais, m'entendez? c'est bien. Ouais. Ah, ok. Non, je disais, je suis un peu autiste. Enfin, je suis autiste en réalité, fonctionnel, mais bon, ça prend un petit peu de temps pour avoir l'habitude, mais voilà. Mais bien sûr, avec plaisir, de toute façon. Si je peux apporter quelque chose, je l'apporte et ça me ferait plaisir parce que j'aimerais bien que la sphère de la liberté s'étende encore et encore et encore, parce qu'on en a vraiment besoin. Et si ça peut sauver des vies, changer des vies, comment dire, apporter un peu de paix, ce serait vraiment bien. Parce qu'il y a des personnes qui disent, enfin, qui me reprochent d'avoir dit bienveillance. Peut-être bienveillance n'est pas le mot que je devais utiliser, approprié en fait. Mais quand on a des adversaires, on les respecte. Et ça, c'est un signe d'intelligence, je pense. Et c'est ça, parce que moi, ce que j'ai repéré, c'est que c'est toujours la même tradition, respecter ses adversaires, respecter les personnes avec qui on discute. Par contre, la religion musulmane, les idées n'ont pas de droit. Je pense que même pour tester les idées, il faudra, comment dire, c'est comme Nietzsche, quoi. C'est-à-dire, il faut employer le marteau et puis écouter les idoles, comment est-ce qu'elles résonnent, est-ce qu'elles sont pleines, est-ce qu'elles sont creuses, et puis c'est avec cela qu'on va juger. Donc, si tu as peur que tes idées soient, comment dire, fragiles, ben, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, c'est que il faudra réviser beaucoup de choses, ses connaissances, sa façon d'appréhender le monde et ses croyances surtout. Voilà. Ça veut dire que empêcher la critique des idées auxquelles tu crois, c'est être convaincu qu'elles sont fragiles. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que il y a aucune raison en fait. Il y a aucune raison. Au contraire, parce que plus on Par te pose exemple, des toi, questions, par exemple, plus- toi, Lucifer, tu crois à la démocratie ou pas? Je crois en la démocratie, mais la démocratie c'est un peu vague. Libéral, je suis démocratie donc, libérale, voilà, je précise. Voilà, moi je suis libéral, donc j'estime que je suis libéral Mais ça n'a pas le même comment sens dire en France, hein, le mot libéral qu'en Amérique du Nord, là où toi et moi on habite. Nous, quand on dit libéral, ça a un sens pour nous, mais c'est pas le même en France. Hein. C'est philosophique, vous En libérez. France, Libéral, ça veut dire les libertés sont au centre, les libertés individuelles et collectives. Mais en France, libéral, c'est le marché. J'ai pas compris ce que ça. En tout cas, c'est pas la même chose. en France, en fait, il y a une certaine sensibilité, c'est-à-dire quand on dit libéral, on pense tout de suite à comment dire, ultralibéralisme, l'exploitation, le capitalisme acharné et tout ça, alors que, en fait, moi, je parle de libéralisme philosophique. En fait, moi, je crois vraiment le siècle des Lumières, pour moi, c'est ce qui m'a fait basculer, enfin, dans ma foi, dans ma façon de voir les choses et même l'épistémologie, puisque vous en parlez tout le temps. En fait, c'est ça qui a tout changé. Et je pense que ça a changé l'Europe, ça a changé le monde, et ça m'a changé moi aussi. Donc C'est-à-dire, c'est là qu'il faudra. est-ce que Lucifer a été t'as vu les gens qui viennent de Clubhouse? Je commence à parler, il ferme son mic. Mais qu'est-ce que ça me manque? Qu'est-ce que ça me manque? T'as vu, Karim? Ce genre de J'ai un réflexe. chat qui fait beaucoup de bruit. Non, mais Quoi, donc? Non, je sais, c'est pas ça. C'est que ce genre de débat que j'avais sur Clubhouse où tu parles, tu fermes ton mic, tu parles, tu écoutes, TikTok, c'est un autre monde. L'essentiel. Donc, est-ce que Lucifer qui est avec nous ce soir a été musulman? Absolument. C'est-à-dire? Quel genre de musulman? Un musulman qui se croyait sunnite. Je faisais le ramadan à partir de l'âge de 17 ans jusqu'à mes 30 ans à peu près, là où je suis devenu athée en fait. Et je le faisais avant de devenir athée, tu es passé par des étapes pour musulman sunnite athée. Parce que c'est très important. Avant ça, c'est très important les étapes. Avant ça,
avant ça, en fait, j'ai avalé beaucoup de couleuvres. Hein, en fait, j'avais un cas aigu comment dire, de dissonance cognitive, quoi. C'est-à-dire entre ce qu'il y avait dans la religion musulmane et ce que je voyais logique et ce que je voyais réel, en fait. Je me montais pendant un long moment. Et puis un jour, je me suis dit, allez, maintenant il est temps de faire un petit peu de ménage. Maintenant il faudra voir, est-ce que je prends ce chemin, celui de la religion, celui de me dédier en quelque sorte à ce Dieu auquel je croyais en fait et tout, ou bien je vais m'en défaire, ou bien je vais trouver une autre voie. Je ne savais pas, c'était l'inconnu. L'autre voie, c'était l'inconnu vraiment. Et donc, graduellement, quand j'ai pris le Coran, j'ai commencé un petit peu à lire et à essayer de chercher les Tabari, Ibn Kathir et tout ça. Bon, j'ai commencé un petit peu à essayer de comprendre. Et là, je m'étais rendu compte que, en fait, j'avais un Dieu. Ce Dieu-là que j'avais dans la tête était immense. Un Dieu très intelligent, un Dieu très, comment dire, puissant, un Dieu clément, un Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'on imagine chez un Dieu qui est bienveillant. En fait, quand j'ai comparé à Allah qui se trouvait dans le Coran, j'ai trouvé qu'Allah était tout petit. Et en fait, toutes ces années-là, je m'étais un peu fourvoyé, un peu, comment dire, je me mentais en quelque sorte. Et c'est à partir de là que moi, l'idée je suis sorti j'ai quitté cette religion à cause de l'idée de Dieu, en fait. C'est l'idée de Dieu qui m'a fait, voilà. Et aujourd'hui, quand j'essaye de me rappeler de mon enfance, je me dis que j'étais en fait athée au début. Avant d'aller à l'école, j'étais athée. Parce que je me souviens du jour où j'étais, en classe, et puis il y avait un prof qui parlait c'était l'éducation, tarbiya islamiyya, c'était l'éducation islamique, ou je sais pas comment l'appeler, qui parlait de Dieu, et je me posais la question, pourquoi Dieu? Pourquoi il devrait y avoir un Dieu? Et puis un Dieu qui était à cheval sur certains concepts comme l'unicité, et je me disais pourquoi il devait y avoir un seul Dieu? Ça ne pouvait pas, je pouvais pas assimiler ces idées-là, quoi. Graduellement, avec l'endoctrinement, avec la société, l'école, les médias, et puis j'ai commencé en quelque sorte à épouser cette idéologie. Et c'est bizarre de se rappeler de ces choses-là après avoir quitté cette religion. Pendant toutes ces années-là, je m'étais pas du tout souvenu de ce moment-là, en fait. Et donc l'idée, c'était que Dieu que j'avais dans la tête n'était pas du tout Allah. Allah était minuscule par rapport à ce Dieu-là, quoi. C'est-à-dire, j'étais peut-être une forme de déiste à la saveur, on va dire, sunnite un petit peu. C'était par ignorance, pour dire la vérité. Et à quel moment tu t'es rendu compte que ce Dieu-là que tu avais dans la tête, c'était toi? En fait, il y avait beaucoup de... C'est grâce à la science, pour être honnête, parce que, bon, moi je peux tout pardonner, je peux tout, je peux être indulgent sur tout, mais les faits scientifiques sont des faits scientifiques. Quand ils sont testés, prouvés, t'as des méta-analyses, t'as le consensus scientifique, t'as lu toutes les, t'as lu plein d'études et elles convergent. Oui, mais tu parles de science. Est-ce que tu es du domaine? Certain. Oui, mais il faut pas que je, j'entre dans ce truc-là parce que c'est un peu. Est-ce que tu as un doctorat? Pas pour le moment. Est-ce que tu as un PhD pour oser parler de science? Disons que oui. Bon, disons que oui. Mais je voudrais pas, honnêtement, j'aimerais pas aller dans cette direction-là. Vraiment, parce que c'est, je verrai au compte-gouttes, graduellement, on verra. Graduellement, on verra si. Ce qui est super, peut-être tu aurais un conseil, ou en tout cas une vision pour aborder justement la science avec un musulman qui serait un peu réfractaire sur le coup, en tout cas qui essaierait d'esquiver un petit peu le sujet. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour pouvoir lui donner en tout cas envie d'ouvrir un peu plus la porte?
Alors, le conseil, c'est... Bon, la plupart des scientifiques diront restez curieux, mais la curiosité peut être libre, peut ne pas avoir de clôture, ne pas avoir de frontières, mais elle peut aussi avoir des... Ça peut être dans une cage, dans une boîte, elle peut être limitée. L'idée, c'est de toujours se dire je ne sais pas, en fait. La différence, en fait, entre la personne qui croit et une personne qui ne croit pas, on va dire, ou une personne scientifique, en fait, c'est le scepticisme. Je ne sais pas, en fait. Et j'ai écouté, en fait, il y a quelques temps, Yuval Harari, je sais pas si vous connaissez, enfin, j'écoutais une de ses conférences, et il disait que la science nous a aidé à découvrir une chose. Et cette chose, c'était l'ignorance. Ce qu'avant, on croyait, en fait, qu'on savait tout. On croyait, bon, on avait un récit. Narrative, c'est pas un récit. On avait un récit, c'est Dieu. Il y a le bien, le mal. Il y a des gens qui sont bons, les gens qui ne sont pas bons. Il y a comment dire les anges, les démons. Il y a toute cette façon de voir en fait le monde. Et puis un jour est venu le siècle des Lumières, les sciences, la raison. L'être humain qui sort de son enfance, qui embrasse la maturité, enfin c'est la rationalité selon Kant. Et là, on a découvert en fait qu'on savait pas du tout, on savait rien du tout en fait. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Ce jour-là, je me suis dit, je ne savais rien du tout. Et en fait, c'est une expérience comment dit en anglais, eat the humble pie. Ça veut dire, c'est ce jour-là que tu vas apprendre l'humilité. C'est-à-dire que tu sois illettré, docteur, on mourra tous en fait, on mourra tous ignorants. Et le plus important, c'est le process, c'est de chercher, d'essayer de comprendre. C'est le voyage en lui-même. Ce n'est pas d'atteindre la destination, parce que la destination, moi je suis agnostique par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une vérité? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a des vérités peut-être subjectives et tout ça? Peut-être aussi. Mais peut-être que c'est moi qui vais me faire ma propre vérité, ma propre opinion. Mais une seule chose que j'ai en fait de constant, c'est le scepticisme. Je ne suis jamais sûr de quoi que ce soit et je traite les choses comme elles viennent et puis voilà. La réalité ou bien le fait d'aujourd'hui est peut-être demain un fait du passé, quoi. Voilà. Merci pour la réponse. Merci. J'espère que j'ai répondu. Parce que tu m'as orienté sur certaines choses, effectivement, que... Comment? Quoi? J'ai pas compris. Non, je disais, j'espère que j'avais répondu, parce que j'ai trop parlé pour peut-être expliquer une idée toute simple. Non, mais... Non, c'était bien. Ça me rappelle aussi certaines choses et non, il y a des... Ça me permet aussi de me conforter dans certaines choses que j'ai pu penser... Du coup, ça fait des pistes à exploiter. Voilà, je te remercie. Pardon, je pouvais pas parler. Hein. Ah, bon, d'accord. Oui, je te disais, je pouvais pas parler. Mais ok. Donc, je maîtrise mal le langage des signes. Je ne sais pas non plus le découper, donc bon, en fait, t'es mal barré. Je le maîtrise pas du tout, d'ailleurs. C'est pas que je le maîtrise mal. Mais voilà, si tu es là, Satan, ça promet des lives où on va pouvoir discuter de scepticisme. Parce que... Avec plaisir, parce que c'est vraiment le débat que je préfère, en fait. Ouais, c'est vraiment le débat que je préfère. Ouais. Parce qu'en fait, quand on parle de science, je pense que cette méthode est très rigoriste, très, comment dire, elle est stricte. Elle est très stricte. Donc c'est une forme d'hygiène, on va dire, épistémique. C'est-à-dire, il y a plein de, comment dire, il y a plein d'incertitudes, il y a plein d'embûches. Ce que j'appelle embûches, c'est les biais cognitifs, parce qu'on a évolué de cette façon, en fait. Parce que l'évolution, notre façon d'évoluer n'était pas, enfin, il n'y avait pas d'objectif, il n'y a pas de téléologie, il n'y a pas un objectif de faire l'être humain un être intelligent. D'ailleurs, est-ce qu'il est intelligent? Le but, c'était de survivre. Notre espèce tentait à survivre. Et la survie
ne veut pas forcément dire intelligence ou bien atteindre une vérité ou bien accéder à la connaissance. Et donc, en fait, on a été programmé par la nature pour survivre. Enfin, c'est pas la nature qui nous a programmés, c'est nous qui cherchons, c'est notre espèce qui cherchait à survivre. Et je dirais ni l'un ni l'autre. On cherchait quand même. C'est celui qui avait ce détail en plus, qui avait plus de chances de survivre. Et ça, voilà, tout simplement, c'est un mécanisme, exactement, il y a pas, c'est pas en anglais, on dit agent, je sais pas comment ça se dit en français, un agent, il y a pas d'agent qui sélectionnait, il y a pas d'agent qui décidait, c'était un mécanisme, d'ailleurs, c'est ça l'élégance de la théorie de l'évolution, mais tout ça, tout ce process, ce n'était pas pour qu'on soit intelligent ou qu'on soit doué de raison et tout ça. C'était un processus où nous avions survécu. Et malheureusement, ces billets-là nous ont aidés à survivre à un certain moment. Et aujourd'hui, c'est un obstacle. Non, il nous a toujours pour survivre. Oui, bien sûr. C'est juste que pour comprendre le monde qui nous entoure, l'outil que tu dois utiliser doit être exempt de ces biais cognitifs. C'est aussi simple que ça. Pour savoir, exactement, pour savoir, c'est-à-dire si l'on veut savoir, si l'on se pose des questions sur beaucoup de choses, ben voilà, les biais ne sont pas forcément nos amis, et donc voilà, c'est ce qui fait que, par exemple, on a ce penchant, on a un penchant pour la religion, par exemple. On a un penchant pour la religion parce que on a beaucoup de biais qui nous y poussent. Et à un certain moment, les religions ont aidé l'espèce humaine à survivre. Parce qu'on devait vivre en société, on devait vivre en société. Sur ça, toi et moi, on va pas être d'accord. Hein, mais bon, moi, je suis, enfin, par rapport en fait, à ce que en fait, ça veut pas dire que c'est faux ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui nous ont aidés à survivre et qui ont été intégrés à la religion. Tu vois, c'est pas la religion en elle-même qui nous a aidés à survivre. C'est des mécanismes qu'on aurait intégrés à d'autres choses. S'il y avait autre chose, c'est juste qu'il y avait la religion. Donc, on les a intégrés à la religion parce qu'il y avait cette autorité. Et donc, je crois qu'il y a même un exemple parfait pour ça. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que, bon, je pouvais parler autrement, je voulais simplifier parce que moi, je ne crois pas en quelque chose qui s'appelle la morale. Ce ne sont que des mécanismes, en fait, pour vivre en société, pour, comment dire, avoir une certaine cohésion, pour, c'est des mécanismes. Nous les appelons la morale. C'est un sens propre à chacun. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire, mais je voulais pas compliquer les choses parce que peut-être il est tard pour certains et puis je voulais pas trop philosopher. Mais maintenant que tu es là, on aura l'occasion de le faire. Ça va me changer, moi, de ne plus discuter de sujets, d'autres sujets. Avec plaisir, cas, merci. Franchement, ça me fait plaisir et en tout cas, merci vraiment beaucoup merci à tous. On fera comme à l'époque. Passer des heures et des heures à parler de Jefferson. pour les gens qui ont compris. Jefferson, c'est l'un des pères. Ne vends pas la mèche. Ne vends pas la mèche. Non, c'est pas une mèche. On aime beaucoup Thomas Jefferson, donc l'un des pères fondateurs. Donc on passait des heures et des heures à parler de lui. Et certains wokistes vont nous attaquer et dire que c'était un esclavagiste et tout ça. Mais c'était un esclavagiste. Mais c'était un esclavagiste. Tout à fait. Mais bon, peut-être que c'est pas la même mentalité aussi en France. Quand tu dis père fondateur en France, je pense que ça ne parle à personne. Non, Cassius, ça te dit quelque chose? Bah, c'est père fondateur des États-Unis. Ok, c'est bon, c'est déjà. Mais pour nous, ça n'a pas vraiment de valeur, du coup, historiquement. Enfin, ça. Au niveau des. Si. C'est exotique. Si vous habitez Fontainebleau, ben, il habitait Fontainebleau à une certaine époque. Et les Champs-Élysées. Bah, il est complètement imprégné par la culture française, moi, je pense. Et la pensée française, plutôt, devrais-je dire. Enfin, c'est un autre débat. C'est la charte des droits de l'homme. Tu sais, quand on a comment dire,
La En première. fait, il était avec pendant la Révolution française. Il a aidé justement à rédiger comment dire, la charte. Il était là en fait. Il était là à aider en fait à aider ou à contribuer, on va dire. Parce qu'à cette époque-là, il y avait plein, en fait, tous les Anglais, les Français, les Américains, les Allemands et tout ça. Il n'y avait pas, en fait, en réalité, il n'y avait pas de frontières parce que tu avais les En fait, salons c'était un jeu. Oui. C'était chacun, je sais pas comment, il y avait une auto-influence c'est comme si la pensée française faisait un pas, la pensée anglo-saxonne faisait un autre pas, la pensée française la dépassait, et c'était comme ça un jeu. Chacun influençait l'autre pour ce qui a donné au final ce qu'on a aujourd'hui. Je sais pas si tu m'as compris ou pas. C'est-à-dire, il y a pas. De toute façon, toutes les démocraties, enfin la majorité des démocraties libérales sont construites sur ces idées-là, en fait, pour simplifier les choses. C'est toute la politique, en fait, tous ces États-là sont construits sur ces idées. Les États-Unis, la France. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas pour la démocratie française. Je sais, avec les débats que je fais maintenant depuis 3-4 mois avec les Français, je me rends compte que elle est pas très libérale, la démocratie française. Elle a même des penchants que j'arrive pas à comprendre. Elle a des penchants. J'ai pas envie d'utiliser un mot qui fait mal, mais je vais quand même le faire. Je trouve pas d'autres mots. Elle a des penchants un peu autoritaires. Elle a des penchants, je dirais même à la limite Napoléon, la terreur est passée par là, Napoléon est passé par là et tout ça, donc on peut pas juger de la révolution après. Il faudra peut-être, comment dire, pendant, c'était ça, c'était l'esprit, pour moi c'était l'esprit libéral. Peut-être que j'ai tort, mais pour moi c'était l'esprit libéral. Après il y a eu Napoléon, il y a eu la laïcité aussi. La laïcité aussi, qu'on élève au rang de... Tu les as dans les dictatures arabes. De toute façon, les dictatures arabes, elles sont fondement sur l'État républicain français, sur centralisé. Le jacobinisme et compagnie, oui, ça peut s'expliquer. La centralisation d'un pouvoir, c'est antidémocratique. Ça ne peut pas marcher. On va pas dire antidémocratique parce qu'il faut encore une fois préciser, antidémocratie libérale. C'est antidémocratique parce que quand on va vers la démocratie, le pouvoir, c'est l'économie. On ne peut pas nier que sans l'économie, il n'y a pas de démocratie. Les gens sont aspirés à aller au pouvoir, à pratiquer la chose politique pour des buts économiques. C'est-à-dire la politique travaille l'économie et l'économie travaille la politique. Donc dans un système centralisé, donc déjà l'accaparation des sectes autour du pouvoir, donc dans un pays donné, quand on parle d'une capitale, quand on dit d'un État, il a une capitale, il est centralisé le pouvoir autour de la capitale, c'est-à-dire que les gens de la capitale s'octroient le pouvoir. Paris, c'est les Parisiens qui s'octroient le pouvoir, qu'on le veuille ou non. Les autres qui viennent des autres, on va dire, régions, en fait, ils suivent un processus pour travailler, pour leur mettre les parigots. Donc, en fait, c'est comme Alger. Les autres. Mais tu vas loin, Karim, toi. Mais moi, je suis comme ça. Je vais très, très loin, bien sûr. Si on recrute des sous-traitants. Mais c'est comme ça, c'est de la sous-traitance. C'est-à-dire, les gens qui viennent dans d'autres régions, c'est pour travailler pour leur maître. C'est déjà l'ordre établi. C'est-à-dire que dans un système de pouvoir, l'ordre, une fois établi, tu ne peux pas le bouleverser. Donc, on sous-traite et on récupère, on sous-traite, ça s'appelle de la sous-traitance. Est-ce que c'est pas un problème de confiance? C'est parce que les dirigeants francophones ou français, n'ont pas confiance dans leurs citoyens. Est-ce que c'est pas ça le problème? Mais il y aura jamais de confiance parce que les gens qui vont venir c'est le même processus en fait. C'est-à-dire les gens qui vont venir dans d'autres régions, ils travailleront pour des maîtres que les gens de leur population n'auront pas confiance. Il faut voir le façon. En fait, c'est de loin. Il faut voir que le processus, en fait, c'est comme ça et c'est continuel, c'est conditionné. C'est bon. Au bout d'un certain moment,
Ça veut dire le processus est tellement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Oui, il y aura des gens qui ne vont rien comprendre. C'est pas ça, c'est que moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, Cassius est là, elle, c'est une française à 100%. J'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, je vais dire les Français, mais c'est pas une généralité abusée, enfin, c'est une formule, pour parler. J'ai l'impression que les Français n'ont pas cette chose dans la tête qui leur dit que le gouvernement est un monstre dont il faut se méfier absolument. C'est-à-dire dont il faut surveiller chaque geste, chaque parole. J'ai pas l'impression que je sais pas comment expliquer ça, mais figure-toi que si, beaucoup même, ils sont très suspicieux du gouvernement, ils râlent. C'est pas l'impression que j'ai. D'ailleurs, les Français les Français, la majorité des Français se reprochent le fait d'être râleurs, ils râlent tout le temps en politique. C'est pas pareil. En fait, non, c'est pas pareil. Non, ils sont suspicieux. Ils sont très suspicieux, en fait. Je t'assure. J'ai vécu un peu en France, hein, à une certaine époque. Pardon? Non, je disais, ils remettent beaucoup en question le gouvernement depuis longtemps. Pas que depuis Macron, et c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de remises en question. Mais je sais pas si c'est fait de la bonne façon, j'en sais rien. Mais les gens se posent des questions quand même. Et ils râlent beaucoup, c'est vrai. Mais ils râlent, oui, je suis d'accord. Mais pas dans le sens, je vais râler pour que le gouvernement ne s'immisce pas dans ma vie. Ils vont râler pour que le gouvernement s'immisce dans la vie des autres d'une façon qui me conviendrait, parce que ça va pas s'immiscer dans ma propre vie. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Pardon? Ouais, parce que tu compares avec les États-Unis, en fait. Et il y a une différence parce que la France est un petit pays. Je parle de territoire, c'est vraiment un tout petit pays. Non, c'est pas un petit pays. C'est-à-dire, tu prends la France, tu prends la France, tu la mets dans le Texas, par exemple, ou tu la mets dans la Californie, c'est un petit pays, en réalité. Les États-Unis, c'est différent, c'est un empire. En fait, les États-Unis, c'est un ensemble d'États. C'est comme si tu prenais l'Union européenne aujourd'hui, sauf qu'ils ont décidé d'avoir un gouvernement central, un gouvernement fédéral, et que tout en essayant de garder la souveraineté, on va dire l'autonomie de chaque État. Et donc la façon de voir les choses est complètement différente. C'est-à-dire les États sont très suspicieux. Et là, c'est même les États qui sont très suspicieux par rapport au gouvernement fédéral. Et donc, quand tu prends, par exemple, même l'urbanisme, tu prends Paris, par exemple. Paris, c'est en colonisation, tu as les... Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut prendre l'expérience de la France par rapport à la Corse. En fait, c'est tout ça qui fait, en fait, la France d'aujourd'hui. Parce que t'as on va dire comme la Corse, comme des mouvements qui demandaient l'autonomie. Et pour ne pas, justement, cet état d'esprit de ne pas donner une certaine autonomie des régions a fait que la France s'est centralisée encore par un fort excès de républicanisme, d'État unitaire centralisé. Ça a fait le sens contraire. Ça veut dire que le moment où c'est, on va dire, des groupes ou bien des gens qui ne sont pas d'accord pour un seul peuple, une seule langue, donc pour renforcer l'unité, on a créé tout un dogme que celui qui est contre la politique est contre la République. Donc, suite à ça, les conséquences de toute cette expérience-là font que maintenant, dès que tu critiques à une certaine limite, tu es contre la République. On te critique même de anti-français. Et là, ça a créé une forme, tu ne peux rien dire. Si tu dis en France que c'est la République ou bien le système français ne va plus, à la limite, on peut te dire que voilà, je sais pas, tu travailles pour une entité extérieure. C'est vraiment là, on est à la limite en France. Hein. Je vais le dire, hein, mais tu vois, on m'a parlé depuis quelques jours d'une affaire en France. Pardon. J'avais pas entendu parler de cette affaire. Un imam, Mhajeb ou Mhjoubi ou un truc du genre, je me rappelle plus du nom exact. Je me rappelle plus du nom, mais qui a été expulsé à cause d'un prêche, Karim. Oui. Et même l'imam. Et ça, moi,
et les gens ont applaudi cette décision. Alors que moi, je suis pas d'accord. Tu vois, c'est ça. Tout ce que j'essaye de dire, c'est ça. Comment tu peux expulser quelqu'un parce qu'il a tenu un discours religieux? Non, c'est même pas un discours religieux. Pour le drapeau. Oui, ça n'a aucun, pour moi, ça n'a aucun sens. Et même Ça veut dire- dans l'histoire, même dans ses Tu comprends quand je te dis il râle, oui, d'accord. Mais si ça touche les autres, c'est pas grave d'écraser on est d'accord pour écraser les droits des adversaires politiques. Mais ils comprennent même la démocratie, tu vois. C'est bizarre. Incroyable. Même pour le drapeau, le terme, en fait, tu n'as pas de preuve qu'il parlait de la France. Il parlait de tricolore. Là, il parlait, même dans ses propos, réellement, il parlait des drapeaux LGBT. Quand tu réécoutes, il parlait des drapeaux LGBT. Je Même sais pas- que je sais que S'il a dit quelque chose de... C'est pas moins pire, on va dire. non mais entre nous, Satan, c'est quelqu'un à expulser à cause de cette parole. Non, je ne sais pas, je connais pas l'affaire. Hein. Pour être honnête, je ne connais pas l'affaire. Hein. Je ne connais pas, donc je peux pas me... Il y avait d'autres choses, en fait, ça faisait déjà quelques temps. Et par exemple, dans la décision, ils ont mis également qu'il y avait des prêches, qu'il avait pu faire des prêches avec des propos discriminatoires et incitant à la haine envers les femmes et les juifs. Et il a été jugé là-dessus, en plus des paroles du drapeau. Est-ce qu'on expulse quelqu'un pour ça? Bah, apparemment, ouais. Là aussi, tu ne peux pas comparer avec les États-Unis, en France et en Europe. Il y a beaucoup de pays en Europe où le discours de haine, hate speech, est interdit. Aux Mais États-Unis, c'est grave, c'est grave d'avoir une loi qui te dit hate speech, donc le discours de haine interdit. C'est grave, parce que ça veut rien dire. Ça veut dire, il suffit juste qu'un politique, il a à sa disposition une loi qui dit discours de haine interdit, il peut balancer dedans tout ce qu'il veut. Et il peut l'utiliser pour écraser n'importe quel citoyen. Tant que ça ne tombe pas sur toi et que ça tombe sur tes adversaires politiques, tu vas applaudir, mais le jour où ça va tomber sur toi, tu vas faire quoi? C'est exactement ça. Oui, mais il y a un contexte aussi, le contexte de ce qui s'est passé, tu sais, à Charlie Hebdo, le Bataclan et tout ça. Donc depuis, il y a eu quand même certaines mesures sécuritaires qui ont fait que, voilà, je pense qu'ils sont sur un système de survie, un système de défense. Je ne justifie pas, hein, je suis pas en train de dire que voilà c'est bien ou c'est mauvais. Je suis en train de dire que voilà, il y a ça sur sa justification en quelque sorte si on prend les événements. Non, mais Satan, il y a une phrase d'Albert Camus qui correspond à ce que tu dis. Il y a une autre phrase qui n'a rien à voir. Hein. Je crois que quand il l'a dit, c'était par rapport aux taxes sur le thé de l'un des pères fondateurs. Mais la phrase d'Albert Camus qui te dit « Quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. » C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, quand il y a comme ça des problèmes, les gens, c'est comme si les gens sont prêts à céder des droits, à céder des libertés au nom de quelques sécurités qu'ils vont gagner. Mais c'est la pire chose à faire. La citation de Benjamin Franklin, ouais. Un petit oui, mais elle est sortie de son contexte, mais voilà, je peux quand même le... Jack, en France, il n'y a aucun Français là, les cassis, elle est là. Il n'y a pas d'indépendance de la justice. Tu comprends? L'indépendance de la justice n'existe pas en France. Et il faut que vous croyez il n'y a aucune, sur les 40 dernières années, aucun responsable politique, aucun chef, aucun, par exemple, grand économiste, ou bien, par exemple, aucun détenteur de la richesse privée n'a été jugé. Rien du tout. Nada. Rien. Ça se passe dans aucun pays au monde qui est démocratique. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas des gens corrompus. Ça n'existe pas des politiciens corrompus. C'est comme s'ils n'existent pas. Mais c'est que de la folie. Sur les 40 dernières années, si on prend combien sont jugés, combien d'affaires, presque 0%. Zéro. Et même quand ils sont jugés, il n'y a rien. Donc il y a un problème, mec. Il y a aucun qui va se dire que au bout d'un certain moment, tu vois, ça peut plus passer, quoi.
J'aimerais entendre Cassius parce que bon, elle vit en France et si elle est impliquée en politique et tout, donc elle connaît la chose peut-être beaucoup mieux que nous, mais j'aimerais bien l'entendre par rapport à cela. C'est une militante du Rassemblement national. Enfin, d'après certains, c'est le cas. Même pire, zémouriste. Zémouriste à tendance soralienne, donc attention. Non, je ne suis pas du tout... je suis politisée comme tout le monde, je pense, mais je n'ai pas de connaissances réelles en politique. Voilà. Donc c'est quelque chose dont je préfère écouter plutôt que de parler. Après, je peux donner mon ressenti, mais bon... moi, le plus gros problème en France, pour moi, c'est ce clivage gauche-droite et c'est ce refus de dialoguer, ce refus d'échanger, d'essayer de trouver des nuances un peu plus nuancées, pour le coup. Et de rester dans un clivage gauche-droite qui, pour le coup, est très propre à la France. Et je trouve que c'est dommage. Voilà. Et je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs en France. Le refus du débat et de la discussion. Et puis, de se dire que, tiens, j'ai cette idée. L'extrême droite pense la même chose. Bon, du coup, non, je me rétracte, par exemple. Et je trouve ça totalement stupide et ça fait pas avancer les choses. Et je pense que c'est un des gros problèmes en France. Mais on n'est peut-être pas le seul pays à avoir ce problème-là. Mais voilà. Après, c'est que mon ressenti. Ah, mais il est parti! Ah mince! Je l'ai fait fuir? Non, attends. Il va redemander, je crois. Ouais, il est là. Du coup, je sais pas s'il a entendu. Mais pas du tout, j'ai eu un problème de connexion, donc je me suis retrouvé... J'ai pas vu à partir de quand, mais je disais comme je n'ai pas beaucoup de connaissances politiques, je pouvais juste te donner mon impression. Et que le problème majoritaire pour moi, enfin en tout cas prédominant, qui empêche justement de résoudre certaines affaires, c'est le clivage gauche-droite et le refus du dialogue et le refus aussi de pouvoir assumer qu'on a des positions en commun, qu'on soit de droite ou de gauche. Aujourd'hui, on est dans un problème, une problématique où c'est vrai. Réfléchis bien, Cassius. Comment le clivage gauche-droite se situe en France? En fait, le problème, c'est quoi? C'est que la droite, elle se pose comme défenseur de la République. Et c'est ça le vrai problème. C'est antidémocratique ce qu'elle fait la droite. C'est antidémocratique. Ça veut dire quoi? Je me pose moi, puisque, en fait, c'est vraiment, dès que tu critiques à une certaine limite, la République, en fait, tu critiques, tu veux changer, tu critiques des choses qui sont dans le système politique lui-même. On te traite d'anti-républicain. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu, en fait, quelqu'un qui se dit parti républicain, déjà parti républicain, ça n'a pas de sens. C'est la République qui est républicaine. C'est pas un parti qui est républicain. Dans quel sens, en fait, il est républicain? C'est ça le problème, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte en les entendant à la télé. En fait, des gens qui se donnent, c'est comme en Algérie. Il te dit que je suis plus nationaliste que toi. Je suis plus français que toi parce que moi, je défends la République. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est des armes qui sont utilisées aussi à gauche, parce qu'à gauche, ils traitent de fachos et à droite, ils traitent d'anti-républicains, tu vois. Je veux dire, ils ont tous des armes, en fait, pour essayer de discréditer l'opposition. Mais ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais dès que tu pousses ce terme-là, eh ben, ça te crée de la dictature de pensée. C'est-à-dire, je suis français parce que je suis républicain. Moi, je défends la République. Je défends la République. Tu défends quoi, mec? Et je défends la République. Mais c'est quoi ce terme? Mais défends ton programme, bordel de merde. C'est pardon. C'est pas la République. Défends ton programme politique. La République. Après, il y en a d'autres qui disent la République, c'est moi, hein, donc ça c'est plus à gauche. Tout à fait, Jack. Moi, je défends la République. La République, en disant qu'aujourd'hui, il y a un consensus par rapport à la République. Moi, je défends la République. Un homme politique qui défend la République. C'est incroyable. Genre, le mec, il défend mais la République, elle se défend d'elle-même. La République, elle se défend par sa constitution, elle se défend par ses lois, elle se défend par ses institutions. Elle n'a pas besoin de parti politique pour défendre la République. C'est ça la politique française, Jacques. Je défends la République.
des hommes politiques qui sont présidents, ils défendent la République. Mais oh. En disant que la gauche et la droite, et même l'extrême droite aujourd'hui, selon ce que je vois hein, de loin, comment dire, s'entendent sur la République, justement. Ça, c'est la laïcité et la République. Après, il y a des nuances, bien sûr, il y a des mobiles, enfin, il y a un mobile, il y a des arrière-pensées et tout ça, mais on va dire qu'ils s'entendent sur ça. Maintenant, comment concevoir la République d'aujourd'hui, comment la voir? Il y en a qui veulent en finir, comme Mélenchon, qui veut en finir avec la 5e, il veut la 6e République. En France, le président, par exemple, a beaucoup de prérogatives. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Enfin, par rapport aux États-Unis, le président en France a beaucoup de prérogatives. Aux États-Unis, est-ce que c'est un roi? Je sais, ma question est débile, hein, mais non, les Français eux-mêmes disent, comment est-ce qu'ils disent, quel truc ils emploient d'ailleurs? Ils disent, c'est un président. C'est une monarchie républicaine, non, une monarchie républicaine ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ils disent que le président a beaucoup de prérogatives, il est quasiment un roi, mais élu. Mais ça, je pense, c'est dû au gaullisme, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on a réformé la République. Et elle était parlementaire, c'était le Parlement qui, quelque part, avait plus de prérogatives. Avec le passage de De Gaulle, on avait besoin d'un homme, on va dire, d'une figure nationale qui pouvait gérer la situation et tout ça. Donc, si j'ai bien compris, donc ce Mélenchon veut revenir en arrière avec sa 6e République. Ou est-ce qu'il veut aller encore plus loin? Non, je pense qu'il voudrait, normalement, il voudrait revenir, je ne sais pas, je risque de dire de conneries, mais je pense qu'il est plutôt dérangé par le fait que le président ait beaucoup de pouvoir. Voilà. Mais il faut comprendre aussi le contexte historique, parce que la France, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait une figure, fédératrice, quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui rassemble tout le monde, et que le pays a besoin de quelqu'un qui pouvait gérer la situation, quoi. Oui, mais c'est plus les années 40 non plus. Oui, mais il y a une forme de conservatisme qui a fait que. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, on a beaucoup de liberté, c'est vrai. Il y a plus ou moins, on va dire, mais on a beaucoup de liberté. Mais en France, il y a une douceur de vivre qui vient d'où? Je pense c'est dû à l'histoire, c'est dû à à la culture, et c'est dû aussi au fait que en France, il y a eu c'est pas un point de vue subjectif, non. Il n'y a rien de... Non, absolument pas. C'est carrément subjectif. Tu m'excuseras, mais depuis 3-4 mois que je fais des lives avec des Français, elle est où cette douceur de vivre, hein, je t'assure, je la ressens pas. Carrément. Je la ressens absolument pas. C'est carrément subjectif. Non, il y a une façon. Les Américains sont très parano par rapport au gouvernement. Tu ne vas pas m'assister financièrement parce que quelque part c'est pour me prendre ma liberté. Ils ont raison quelque part. Lucifer, je t'assure. De l'autre côté, on ne comment dire, oui. La France, elle est en chute libre. Tu comprends? Sur les 40 dernières années, elle fait que en chute libre, carrément. Je te donne le fond de ma pensée, Karim. Ouais. Moi, j'ai peur que la France bascule définitivement dans un état autoritaire. Vraiment. J'ai l'impression qu'il y a plein d'éléments qui sont déjà présents et qui vont permettre ça. Tu sais, c'est l'économie française. L'économie française, elle est en chute libre depuis à peu près 40 ans. Et tous les problèmes sont d'ordre économique. Il n'y a pas de solution. Ils ne trouvent pas de solution. C'est que du bricolage sur bricolage. Et en fait, ils occultent ça sur un problème sécuritaire pour cacher le côté économique. Et ça, en France, si ça continue comme ça, on va devenir comme les pays, on va dire, du tiers-monde. Si vraiment elle ne réagit pas. Non, mais quand même, la France est une puissance économique, Karim. Je comprends pas ce que tu dis. Bon, elle a perdu quelques places, mais c'est pas non plus.
Mais il faut regarder la dette de la France. Hein. La Mais dette, justement, la dette, c'est pas un bon indicatif, Karim. Ça veut dire c'est un pays solvable, pour le coup. elle est désastrée. Regarde, sur l'économie française, tu as le tourisme, tu as l'économie de service, économie de production économique, presque 10-15%. Tourisme aussi. Oui, c'est que le tourisme, 25%, je pense, tourisme. Après, le service qui ne fait que monter. Mais réellement, ça veut dire que, en fait, elle peut plus. Il faut qu'elle se projette vers l'extérieur. Et comment se projeter vers l'extérieur? Elle n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Non, il faut pas non plus céder au déclinisme. Je sais pas si ça existe en français le mot, mais il y a une forme de déclinisme aussi, de dire que tout fout le camp et tout ça. Non, il y a certaines choses. Moi, je vois par exemple aux États-Unis sur la question de l'avortement, où voilà, il y a plein de plus en plus de relents, on va dire. Regarde, Lucifer, sur la question de l'immigration. Karim, Ouais. laisse-le finir, s'il te plaît. Donc je disais aux États-Unis où la question de l'avortement est discutée, en plus pas sur des bases, on va dire, sur des bases rationnelles et tout ça, parce qu'il y a la religion qui se mêle dans l'affaire. En France, on l'a carrément fait entrer dans la Constitution. Pour certains, c'est cosmétique, mais c'est symbolique. Je suis d'accord, mais quelque part, ça donne une direction. Ça dit que voilà, nous, on a certaines libertés qu'on veut, qu'on veut garder, qui sont indiscutables. Et je trouve ça très bien. Aux États-Unis, leur interprétation de la liberté est que maintenant, c'est-à-dire aux États-Unis, la Cour suprême avait décidé de laisser la liberté aux États de décider si l'avortement est acceptable chez eux ou pas. Donc, c'est une façon de voir la liberté d'une autre manière. Quand je maintiens mon propos de tout à l'heure. En France, il y a une certaine. Moi, je connaissais la France d'il y a quelques années, hein, donc je connais la France je l'ai connu il y a quelques années, je ne vais pas donner de détails. Il y avait une douceur de vivre que je ne trouve pas, par exemple, aux États-Unis. Bah, si tu parles de douceur de vivre, tu as déjà donné des détails. C'est-à-dire Bah, tu parles pas des années 2010, déjà? Peut-être que tu parles même pas des années 2000. Je veux pas, non, je suis pas si vieux que ça, mais je vais pas donner de détails vraiment, mais d'après ta voix, en France, d'après ta voix, un petit peu quand même. Ça. Si tu te fies à ma voix, j'ai des petits enfants, ils sont à l'université, bien sûr. Je te rappelle Clubhouse, celui qui t'a dit Cheikh Oudjaï. Ouais, le vieux sénile. Non, ça serait intéressant un jour. Tu sais, Jacques, il faudra peut-être potasser, tu sais, lire sur ça, comparer la démocratie à la française et la démocratie à l'américaine. Et voir à peu près où il y a des différences, où il y a les points forts et les points. Je pense que ce serait intéressant pour comprendre un petit peu. Je vais employer la philosophie de la liberté. Je sais pas si ça existe ou pas, mais peut-être essayer de comprendre la conception de la liberté selon ces deux pays. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de, je sais pas moi. Ouais. Tu sais que moi, j'aime bien Tocqueville. Putain, je l'ai vu dans le chat. J'aime bien Tocqueville, ça. Donc. Ah oui, Tocqueville. Je t'assure que j'ai une conception très précise de la démocratie. C'est-à-dire, tu viens de citer, tu viens de citer l'exemple de l'avortement. En fait, moi, le débat aurait dû ou doit être simple. Une démocratie, c'est un régime qui va garantir les libertés individuelles et collectives, et il va garantir l'égalité, au moins. C'est-à-dire ces trois principes sont des valeurs essentielles de la démocratie. Sans ces valeurs-là, il n'y a pas de démocratie. Donc le débat aurait dû être, est-ce que l'avortement fait partie des libertés individuelles ou pas? Parce que s'il fait partie des libertés individuelles, c'est pas au peuple de décider. Tu comprends? Ils doivent être garantis. Donc c'est bon. Tu l'intègres dans la Constitution et c'est garanti. Comme la Constitution garantit l'égalité, par exemple. Le peuple ne va pas faire un vote
pour annuler l'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes, ou les hommes noirs et les hommes blancs. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, tu sors complètement de la démocratie. Ou alors, tu dis, non, ça ne fait pas partie des libertés individuelles. Donc, c'est le peuple qui doit décider si on garantit si on garantit l'avortement ou pas. Les États-Unis ont fait leur choix. C'est le peuple qui décide. C'est-à-dire, on fait confiance à l'intelligence ou à ce que... Pourquoi déjà il faut voter par rapport à l'avortement? Non, j'ai dit, s'il ne fait pas partie des libertés individuelles, donc la solution va passer par un vote. Liberté individuelle, c'est dans le cadre où c'est à la femme de disposer de son corps. Non, justement, c'est là où il y aura eu le débat clair et tout le monde aurait présenté des arguments et le débat aurait soulevé plein de trucs et plein d'arguments, de contre-arguments et voilà, il y aurait eu une vraie question posée sur cette question justement. Mais si c'est une liberté individuelle, il n'y a pas de débat, on la garantit direct. Parce que c'est nécessaire. Il y aura des débats juste sur la durée, à quelle période d'avortement, si tout. Non, ça c'est la science qui va donner ce qu'on appelle la description et la prescription va être à travers la loi. C'est pas le législateur qui va. Il faudra voir le processus par lequel ils ont comment dire inscrit l'avortement dans la Constitution. Je sais pas si c'est passé par le Parlement. Et je pense qu'en France, je vais pas dire l'unanimité, mais je pense qu'on n'en est pas loin, parce que à part certains catholiques, je pense ceux qui ont fait la marche pour tous, manifestation pour tous, je ne me souviens plus. Il y a pas beaucoup de monde qui est contre l'avortement, à part un petit peu, je pense les musulmans, les musulmans. Là, je caricature un peu les juifs, je caricature, je sais aussi parce qu'il y en a qui sont contre, mais je pense qu'il y a une toute petite minorité qui est contre l'avortement parce que. Ben voilà, ça aurait été l'occasion parfaite. Ça se pratique. Ben ça aurait été l'occasion parfaite de faire un vote et que je sais pas moi. 70% ou 80% de la population vote pour garantir ce droit. Oui, mais et la question aurait été réglée. C'est le principe de la. Mais c'est le principe de la République, c'est-à-dire d'être représenté par des parlementaires. C'est ça le principe de la République, c'est d'être représenté au Parlement, qui est le peuple de la République. Donc, à mon avis, ils ont voté. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais je pense qu'ils ont voté au niveau du Parlement et ils ont fait comment, Cassius? Oui, c'est voté, mais après, oui, c'est par le Parlement. Le Sénat, et puis là ça a été porté surtout, je crois, par le LFI là, je crois, pour l'inscription dans la Constitution. Il me semble que c'est surtout eux qui ont porté. Et après derrière il y a les autres qui ont suivi. Voilà. Et c'est inscrit dans la Constitution. Ouais. Alors donc on peut inscrire des choses dans la Constitution en passant par le Parlement, le Sénat. Ouais. Là, par exemple, tu vois, ça, j'arrive pas à comprendre, moi. Non, c'est pas le droit, pardon. Attends, c'est pas le droit, c'est, si, le droit, mais pas, par contre, le droit n'est pas assuré. C'est-à-dire que tu as le droit de le faire, mais ce n'est pas assuré que le gouvernement peut le faire. C'est-à-dire que le remboursement peut être non assuré. Pour l'instant, il est assuré. Mais si Non, ça n'a rien à voir, parce que il y a deux types de droits dans la Constitution. Il y a ce qu'on appelle les libertés droits et les libertés créances. Liberté créance, c'est l'État qui doit fournir le nécessaire pour que tu puisses jouir de ce droit-là. C'est l'État qui doit fournir tout, que ce soit les institutions, que ce soit programme, que ce soit n'importe quoi. Par exemple, c'est comme tu as le droit d'être instruit de 6 ans à 16 ans. C'est une liberté créance. C'est-à-dire l'État doit construire les routes, doit construire les écoles, doit former les professeurs, doit faire un programme scolaire pour que tu puisses jouir de ce droit. Par contre, les libertés et droits, l'État, tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas t'empêcher de jouir de ce droit. Par exemple, la liberté d'expression ou la liberté de circulation. Tu as le droit de te déplacer de Paris à Marseille, c'est ton droit, ça fait partie de la liberté de circulation, mais c'est pas à l'État d'acheter ton billet de train ou d'avion. Elle doit juste ne pas t'empêcher. Donc j'imagine que le droit a été consacré comme liberté de droit, pas une liberté créance. Tout à l'heure, Jack, quand je parlais de l'économie en France,
Parce que Lucifer, quand il a parlé de comparer les démocraties, en fait, je pense qu'il y a un problème, en fait. Est-ce que quand on parle de démocratie, on met à jour les connaissances sur la... Ça veut dire que moi, si j'applique le paramètre de démocratie, je suis dans l'exigence d'appliquer en 2024 et juger un pays s'il est démocratique ou pas. Donc quand j'ai parlé de le problème économique en France... Mais ça dépend quel critère démocratique tu prends. Justement, depuis tout à l'heure, on parle de ça. Si tu prends un critère démocratique de démocratie libérale, la France n'est pas une démocratie. C'est réglé, Ben, je t'assure. C'est ça le problème, en fait. C'est réglé. Si tu veux, c'est une démocratie imparfaite. Oui, justement, si on applique ça, ça veut dire que nous, les signes que ce n'est pas une démocratie sont révélateurs. Les problèmes économiques français font partie des signes-là, par rapport notamment à la répartition des richesses, par rapport même à l'accès à la richesse. Et ça, c'est un vrai problème. Les Français tout à l'heure qui écrivaient la République, etc. En fait, je vous assure, en fait, il y a une grande partie des Français qui n'arrivent pas à comprendre, en fait, vraiment la démocratie. Moi, je le conçois, je le vois. Et même les hommes politiques chevronnés qui parlent dans les plateaux de télévision, en fait, c'est incroyable. Ouais, je t'assure, moi, ça fait pas longtemps, j'ai entendu Zemmour parler de démocratie. J'étais, mais je me disais, mais c'est pas possible. De quoi il parle? Ça n'a rien à voir avec la démocratie, ce que tu dis. Mais bon, c'est peut-être un mauvais exemple. En fait, c'est les Go ahead. Regarde, par exemple, la phrase Karim ne connaît rien à la France. Mais justement, c'est ça votre problème. C'est pas qu'il faut connaître la France pour connaître la démocratie. C'est ça votre problème, votre façon de penser. C'est qu'il faut connaître la France, il faut vivre, il faut être français, il faut accepter. En fait, il faut accepter. Karim est lancé, c'est bon, on peut plus l'arrêter. Mais c'est ça leur problème. Il faut que mais tu as raison, Karim, mais tu as raison. Tu as raison. Faut que tu leur dises, oui, c'est vrai, oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, il faut être comme ça, vive la République, vive ça, vive ça. Et vous êtes sérieux? Allez. Tahia c'est Mkhlouf. Alors, rien à voir. Mais Jack, parce que là que je vais te demander, est-ce que tu as eu le message de Gaïs, Geek and Fit, pour demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? Bah, justement, il m'a dit qu'il t'avait prévenu Geek and Fit, Gaïs. On a parlé d'un truc pour le Ramadan, oui. Pour le 9? Il y a quoi le 9? Bah, justement, moi, en fait, il m'a demandé si demain tu faisais un live, si on faisait un live, s'il pouvait venir pour parler de ça. Ah, non, je fais pas de live demain. Ok, parce que demain, il y a Ali Babal qui fait un live. Donc, est-ce que tu viendrais sur le live et j'invite Gaïs à ce moment-là, comme ça on fait tous chez Ali Babal? Ou Oui, moi ça me va. Mais, ok. Il t'a dit le 9, t'es sûr? Ouais. Quel aurait dit le 9? Bah parce qu'il m'avait déjà prévenu la semaine dernière, il devait me reconfirmer et il m'a confirmé aujourd'hui. Donc je lui ai dit, écoute, je vois avec Jack. Voilà. Je sais pas. En tout cas, le 9, c'est bizarre qu'il t'ait dit le 9. Le 8, j'aurais compris, mais le 9, je fais pas de live le samedi. Ouais, je sais pas. Ou alors il le savait pas. Ouais, je sais pas. Ou alors il a mal compris, peut-être qu'il a cru que tu avais confirmé, ou je sais pas. Mais sinon je lui dis de venir vendredi prochain. Ou alors vendredi prochain, oui. Ouais, bah je lui dis ou ça. Ou alors les deux. Les deux, ouais. Vendredi prochain. Moi, ça me dérange pas. Ça, parfait. Il va nous parler du dos droit et dos... Non, il va nous parler du danger du jeûne. Mais ouais, le dos droit et le dos rond, là. Oui. Sacré. C'est lui, non? Il me semble bien, ouais. Ouais, c'est lui le débat avec Delavier sur le dos droit et le dos rond. Ouais, non, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. C'était Gaïs. Donc c'était lui, oui. Gaïs, si tu nous regardes, on te salue. Voilà. Bon, moi, je vais fermer le live. Je sais pas si Karim ou peut-être Cassius on va ouvrir un live. Ah ouais, moi je vais ouvrir mon live pour parler comme vous. Toi, tu sais, tu passes 24 heures sur 24. Je veux pas dans le sens des poils, tu vois.
Moi, je parle quand Du je tout. veux, tu vois. Il y a Du pas de tout. filtre, il y a rien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être passés. Merci beaucoup à Miho. Mais bon, il était fatigué. Il est plus là. Merci aux musulmans qui sont venus nous apporter la contradiction. C'est toujours intéressant et agréable, même si la discussion était animée et un peu dure, mais bon, c'est ça. C'est ça qu'il nous manque depuis des années et des années. Voilà, des vraies discussions, des vrais débats sur ces sujets-là et abordés de manière respectueuse. Et surtout, exemple de tout sophisme ou amalgame ou essentialisme. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc, je vais continuer à créer ces espaces-là, que ce soit avec mes groupes pendant toute la semaine ou les lundis sur YouTube. Donc, tout le monde est bienvenu, hein. Ce lundi, il y aura un live aussi à 20h sur YouTube, sur ma chaîne. Vraiment, vous êtes les bienvenus, que vous soyez musulman, sunnite ou une personne qui a des questions à poser. Sur YouTube, c'est beaucoup plus calme, hein. Donc si vous préférez les débats calmes et sereins, sur YouTube, c'est un peu mieux. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous, vendredi prochain, même heure, même endroit. D'ici là, prenez soin les uns des autres, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, qu'ils soient musulmans, athées, chrétiens, juifs, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Voilà. La vie est dure, Cassius, la vie est dure. Soyez gentils. Alors soyez gentils. Au revoir, à la semaine prochaine.